Bordé par une mer et un océan, couvert de montagnes et de villes tentaculaires, l'archipel japonais est une terre de paradoxes. Les traditions ancestrales y fusionnent avec la modernité, et de nombreuses merveilles architecturales témoignent de cette culture originale. Le pays du soleil levant mêle les styles et les influences. Des sanctuaires shintoïstes qui se fondent harmonieusement dans la nature, aux temples bouddhistes qui se parent de couleurs et de dorures. Des riches palais impériaux aux donjons et meurtrières des châteaux de l'ère féodale. Des jardins zen minéraux aux forêts de cèdres foisonnantes. Le surprenant Japon offre son patrimoine d'exception à ceux qui désirent le comprendre. Nous sommes dans la mer intérieure de Seto, entre les îles d'Honshu et de Shikoku, la petite terre d'Itsukushima, aussi nommée Miyajima, l'île au sanctuaire, y abrite un joyau architectural. C'est en 1168 que Taira Kiyomori, alors Premier ministre du Japon, choisit d'y faire construire un édifice. Bâtir un sanctuaire shintoïste, c'est pour le clan Taira, l'une des familles les plus puissantes de cette période, le moyen d'obtenir la protection des éléments naturels. On y vénère les divinités de l'île, on y sollicite gloire et richesse. On raconte même que sur le plus haut sommet de l'île, les dieux auraient installé leur siège. Peut-être viennent-ils y admirer la parfaite harmonie entre la nature et les hommes qui règnent sur ce lieu. L'on s'y sent un simple élément du grand tout, comme le prône cette très ancienne religion. L'île d'Itsukushima tout entière est un véritable sanctuaire. On y accède par un torii, ce portique dressé à l'entrée des temples shintoïstes. De près de 17 mètres de haut, c'est le 8e torii depuis la construction du site. Il aura fallu 20 ans pour trouver le camphrier dans lequel ces imposants piliers sont sculptés d'un seul bloc. De même, les bâtiments du sanctuaire sont montés sur des pilotis qui se découvrent à marée basse. Près de 100 piliers supportent ainsi l'édifice. Ces piloris et ces pontons préservent le statut sacré de l'île. Nul n'a le droit de fouler son sol. Le clan des Taira choisit de bâtir l'édifice selon le plan caractéristique des demeures nobles de son époque. Et le sanctuaire fait revivre certaines pratiques de cette noblesse. Des musiciens interprètent des morceaux de musique de l'ancienne cour impériale. Ils accompagnent la chorégraphie des bugaku et font renaître pour quelques instants l'âge d'or du Japon. Mais Itsukushima est avant tout un lieu saint du shintoïsme depuis les temps les plus reculés. On y vénère toujours les éléments naturels, montagnes, mers, plantes, animaux. Le temple principal est ainsi consacré aux 3 déesses de la mer, protectrices des marins et de leurs navires. Bâtie au bord, mais aussi en partie sur les flots, cette particularité fait d'Itsukushima un lieu unique. Lorsque la marée monte, il se transforme en un véritable sanctuaire flottant.
Dans le plan traditionnel des maisons nobles, un étang artificiel est conçu face à la demeure principale. Ici, les fondateurs du sanctuaire ont l'étonnante idée de remplacer ce lac par la mer intérieure de Seto. Une originalité qui donne au site toute sa magie. La richesse du clan Taira embellira Itsukushima jusqu'en 1185. Ensuite, l'âge d'or du Japon s'achève, mais le sanctuaire demeure un lieu de culte très important. Au sud de l'île d'Honshu, à Heian-kyo, l'actuel Kyoto, une nouvelle époque s'ouvre, celle des seigneurs samouraïs. Dans cette cité de près d'1,5 million d'habitants, des milliers de temples et de nombreux palais témoignent encore de la richesse artistique, économique et culturelle de la période féodale du pays. Ici, la modernité vit en harmonie avec le passé. Bâti en 1397, le Kinkakuji est le meilleur témoin de l'époque où de puissants généraux régnaient. Cet édifice est plus couramment désigné sous le nom de pavillon d'or, en raison de ses murs recouverts de feuilles d'or. Il incarne la puissance politique et la richesse d'un homme. Son bâtisseur, le shogun Ashikaga Yoshimitsu. C'est dans le Japon du XIIe siècle qu'une nouvelle caste sociale apparaît, celle des samouraïs. Ces guerriers professionnels, par leurs exploits militaires, ont confisqué le pouvoir et inauguré le système du shogunat. Un généralissime nommé shogun exerce alors l'autorité. L'empereur, lui, n'a plus qu'un rôle symbolique. Au pavillon d'or, 3 architectures différentes composent l'édifice. On construit le premier niveau dans le style caractéristique des demeures nobles traditionnelles. Puis, au second étage, on s'inspire des résidences des samouraïs. Les dorures, la richesse de la décoration y témoignent du goût pour l'opulence du shogun. Enfin, le dernier étage diffère totalement des 2 premiers par sa fonction et son architecture. Il est plus petit et a été conçu à des fins religieuses. On y pratique une forme de bouddhisme, le zen. À la mort du shogun, le pavillon tout entier fut transformé en temple zen, dédié au repos de son âme. Baigné par l'étang Kyokoki, qui lui offre une illusion de flottement, l'édifice tout entier est un écrin pour la culture des samouraïs. Ces guerriers trouvent dans l'école zen un écho à leur recherche constante de perfection. De retour des combats, ils s'y reposent et y méditent longuement. La quête esthétique de Yoshimitsu n'eut d'égal que celle de son petit-fils, Yoshimasa, shogun de 1435 à 1490. C'est dans la partie orientale de Kyoto, adossée aux collines, qu'il fit bâtir une véritable merveille architecturale. Cette propriété se composait de nombreux édifices.
Au cœur du jardin, le plus beau d'entre eux, le Jinkakuji, le célèbre pavillon d'argent. Yoshimasa le conçut comme un refuge en ces temps tourmentés de guerre civile. L'édifice était-il recouvert de feuilles d'argent? Nul n'en est sûr, mais la légende se plaît à le raconter, comme pour mieux rapprocher l'œuvre du shogun de celle de son grand-père, bâtisseur du pavillon d'or. Le style zen unit également les deux hommes et les deux monuments. Mais ici, c'est dans un univers bien particulier que s'épanouit cette nouvelle esthétique. On y bâtit un jardin sans eau ni végétation, un jardin sec, composé uniquement de sable et de rochers. À la clarté de la lune, le sable soigneusement ratissé suggère les ondoiements de l'eau. Les rochers, eux, symbolisent des îles et des montagnes. Et lorsqu'une clarté argentée recouvre le pavillon, la nature semble offrir à l'édifice la couleur dont son fondateur n'a pu le parer. Des fenêtres du temple, le spectacle est saisissant. Cette œuvre minérale n'est pas conçue pour le promeneur. C'est depuis un point fixe que le jardin zen doit toujours s'observer, telle une véritable peinture. Près de 2 ans plus tard, un autre édifice témoigne encore du pouvoir des shoguns. Bâti au cœur de Kyoto, c'est un palais plus qu'un château, une résidence plus qu'une forteresse. Édifié en 1603, le château de Nijo atteste de l'arrivée au pouvoir de la puissante dynastie des Tokugawa. C'est le commencement de l'ère Edo. Véritable détenteur du pouvoir, le shogun reçoit la cour à Nijo lorsqu'il séjourne dans la capitale. Sollicitant audience, les seigneurs féodaux pénètrent tout d'abord dans la chambre des tigres et des léopards. Les impressionnantes peintures ont pour but de provoquer un sentiment de crainte. On fait ensuite passer les visiteurs dans la salle de réception. Y sont-ils apaisés par le spectacle de ces pins majestueux, ou bien au contraire écrasés par cette nouvelle affirmation de la puissance du maître des lieux? Enfin, le shogun les reçoit en audience, siégeant sur une plateforme. Les seigneurs de la guerre rendent alors hommage à celui qu'ils considèrent comme le roi du Japon. Dans toute la richesse de sa décoration, Nijo est un monument à la gloire du shogun. Le clan des Tokugawa mit tout particulièrement l'art de la peinture au service de son prestige. De véritables prouesses artistiques leur sont dédiées, tel ce vaste décor réalisé d'un seul tenant. Large de presque 6 mètres, il permet aux branches d'un pin majestueux de se déployer. Dans les appartements privés du shogun, d'apaisantes peintures à l'encre évoquent tout l'art des jardins qui continue de s'épanouir durant cette période. Dans le climat militaire qui caractérise le règne de Tokugawa Ieyasu, Nijo tient toutefois encore davantage du palais que de la forteresse.
Mais ailleurs, une nouvelle forme d'architecture est développée, le château fort. Himejijo est le plus parfait et le plus impressionnant d'entre eux. Situé près de Kobe, au milieu d'une plaine, Himejijo se dresse au sommet d'une colline. Cette position stratégique lui donnait le contrôle de l'accès aux provinces de l'Ouest. Composée de 83 bâtiments, c'est la plus vaste forteresse du Japon. Ce chef-d'œuvre de construction en bois associe une véritable fonction militaire à une formidable démonstration esthétique. La subtile répartition entre les masses des bâtiments, la légèreté de ses multiples toits rapproche Himejijo des châteaux de la Renaissance qui s'épanouissent alors en Europe. L'élégance de son aspect doit beaucoup à ses murs de terre blanchie. On le nomme ainsi le château du héron blanc. Mais Himejijo est une forteresse avant tout. Elle est le résultat d'une contribution étrangère involontaire à l'architecture militaire du Japon. Empruntant la route ouverte par Vasco de Gama quelques décennies plus tôt, des marchands et des explorateurs portugais font naufrage sur la côte sud du pays vers 1543. Dans leur bagage, des mousquets que les Japonais s'empressent de copier. Ces fusils leur offrent une puissance jusqu'alors inconnue avec les lances et les flèches. Il devient alors urgent d'édifier des forteresses assez robustes pour résister à ce nouvel armement. Douves et murailles de pierre protègent le cœur du château. On élabore un ensemble complexe d'enceintes, de sentiers, de portes et de cours pour composer un système défensif impressionnant. L'attaquant doit franchir plus de 10 portes, parcourir de nombreux passages en chicane. Il s'agit d'un véritable labyrinthe. De plus, de nombreux pièges attendent l'assaillant. Entre la première porte et la deuxième porte du château, 2 cachettes permettent ainsi aux défenseurs de la forteresse de guetter l'ennemi. Une fois dans la gueule du loup, celui-ci est assailli sans aucune chance de salut. Le percement continu de meurtrières permet également aux soldats de tirer sur l'ennemi. Tout au long de son ascension vers le château, l'assaillant est à chaque instant sous le feu des mousquets, des lances et des flèches. La porte Ninomon, dotée d'un plafond de bois mobile d'où les défenseurs peuvent attaquer l'ennemi, constitue également un piège redoutable. Les obstacles se multiplient et l'ennemi a bien du mal à les franchir pour atteindre le cœur du château. Le donjon. Formée de plusieurs étages en dégradé, cette tour domine tout le château avec ses 5 étages et ses quelques 46 mètres de hauteur. Élégamment décoré, il représente la puissance seigneuriale. Et c'est, en temps de guerre, l'ultime bastion de résistance où se replient le seigneur et les siens, prêts à y mettre le feu et à s'y donner la mort. Au cours de ces 400 ans d'histoire, le fragile édifice de bois a survécu miraculeusement aux incendies, aux séismes et aux attaques ennemies. Une restauration du bâtiment fut pourtant nécessaire à partir de 1956. Respectueuse des méthodes originales de construction, les 5700 tonnes de l'ensemble des éléments de la structure durent être détruits un à un, puis remplacés. Les samouraïs d'Himejijo s'identifiaient à la beauté fragile et éphémère des fleurs du cerisier. Chaque guerrier désirait mourir au combat, à la fleur de l'âge et dans toute sa splendeur.
Au nord d'Edo, l'actuel Tokyo, un lieu illustre une autre facette de cette prestigieuse époque guerrière. Ce site témoigne mieux que tout autre de la puissance de la famille des Tokugawa, shogun pendant 260 ans. Sur les flancs de la montagne de Nikko, vénérée comme montagne sacrée depuis les temps les plus anciens, un ensemble d'édifices shinto et bouddhiques se dessine. C'est au XVIIe siècle que les milliers de cèdres furent plantés. Ils offrent depuis au temple un écrin naturel extraordinaire. Le sanctuaire shinto de Futarasan Shinja, consacré à 3 divinités de la montagne Nikko, forme l'ensemble d'édifices le plus ancien du site. Plus loin, le Rinnoji offre un visage plus coloré et exubérant. Ce temple bouddhique, dont les origines remontent au 8e siècle, demeure un lieu de culte. Les inspirations chinoises s'y épanouissent. 2 géants, gardiens du temple, constituent l'ultime passage avant d'accéder au cœur de Nikko. En 1616, un événement majeur change radicalement le site. Le shogun Tokugawa Ieyasu disparaît et Nikko est choisi pour la construction de son mausolée, le Toshogu. Chaque année, une procession de milliers de guerriers redonne vie à la cérémonie d'arrivée du cercueil du généralissime. Le mausolée comprend plusieurs édifices qui se caractérisent par la beauté de leur sculpture. La traditionnelle maxime des 3 singes de la sagesse est ainsi représentée. Le premier se masque les oreilles pour ne rien entendre de mal, le deuxième ferme sa bouche pour ne rien dire et le dernier cache ses yeux pour ne rien voir. Un chat a, quant à lui, la mission de protéger le temple des rongeurs. Mais peut-être s'est-il assoupi. C'est la porte principale, baptisée Yomeimon, qui témoigne le mieux de la volonté des shoguns Tokugawa d'éblouir le peuple par cette construction. Son nom suggère qu'il faut une journée pour en admirer toutes les sculptures. Au cœur du mausolée, le Shomen Karamon est lui aussi un chef-d'œuvre d'artisanat. L'inspiration étrangère y est tellement criante qu'il est couramment désigné sous le nom de porte chinoise. Tous ces éléments attestent de l'insatiable curiosité des artistes de l'ère Edo à l'égard du monde extérieur, malgré la volonté du pouvoir de fermer les portes du royaume. Nikko est un lieu de culte toujours en activité. Les édifices y font l'objet de restaurations régulières selon les techniques traditionnelles. Comme au temps des shoguns, le soin et la patience des artisans font de l'édifice un trésor éclatant. Pendant les 260 ans du règne des Tokugawa,
le pays du soleil levant connut la paix, à l'écart du reste du monde. Tandis que la révolution industrielle bouleversait l'Europe, le Japon pratiquait l'isolement volontaire, mais continuait de bâtir de nombreuses merveilles. En 1867, l'autorité impériale est rétablie. L'archipel entre alors dans la modernité, tout en conservant sa mémoire et toute la richesse de son passé.